Écoutez, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis bien sûr Éric Simard. Ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, je vais me présenter tout à l'heure. Avant tout, je vais vous mentionner que j'ai Mme Gariepi, Cynthia Gariepi, en fait, qui va m'aider ce soir pour la présentation de ce soir, entre autres à répondre à toutes les questions, à gérer les interactions avec vous. Ça fait qu'on va rester disponible à la fin de la conférence pour répondre à vos questions le temps qui sera nécessaire. Mme Gariepi est la vice-présidente de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. C'est une naturopathe, en fait, très, très compétente, hein, en passant. Euh, donc, qui est vice-présidente de l'association qui siège au conseil d'administration avec moi. Et j'ai demandé, bien sûr, à Cynthia de m'aider ce soir parce qu'on va être un trop gros groupe pour que ce soit facile de répondre aux questions. Vous avez deux façons, en fait, de nous écrire pour les questions. Là, soit la boîte de chat. Le plus facile, c'est encore la boîte questions-réponses qui est plus facile à gérer pour les questions. Je vous invite à les prendre en note. À la fin, on va demeurer disponible pour y répondre. Donc, durant la conférence, je ne m'arrêterai pas tout simplement pour le faire. Cynthia, tu veux-tu te présenter, dire peut-être juste un petit mot sur toi, ton parcours, En fait, bonsoir à tout le monde. C'est un grand plaisir, mais surtout un privilège pour moi d'animer avec le Dr Simard ce soir notre première conférence de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, association qui a vu le jour au Québec récemment, mais qui déjà est en grande ébullition. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est amener aux Québécois, Québécoises une vision de la santé qui repose sur justement la santé et la non-maladie. Donc, je vais laisser Éric commencer la présentation, puis on va prendre vos questions à la fin. Bienvenue à tous. Merci, Cynthia. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour me permettre d'utiliser la présentation PowerPoint que j'ai préparée pour ce soir. Vous allez voir, en fait, ça va être réellement très, très intéressant, je vous le garantis. Donc, on va vivre un grand moment ensemble. C'est la première fois qu'on fait une présentation au grand public concernant justement la santé intégrative. Donc, bienvenue à tous, hein, bienvenue à cette conférence sur la santé intégrative durant laquelle je vais vous parler du fait de considérer d'avoir un système de santé au lieu d'un système de maladie. Donc, d'améliorer notre approche en santé en intégrant la santé intégrative à l'intérieur de la pratique, autant pour les praticiens en approche complémentaire et les professionnels de la santé que pour la population en général. Donc, on va voir, en fait, je vais discuter avec vous des différents avantages de considérer la santé avant tout. Donc, pour me présenter, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, je suis bien sûr Éric Simard, mon doctorat est en biologie, c'était du génie génétique, en fait, à l'Institut Armand-Trappier. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis un chercheur dans le domaine de la longévité en santé, à l'origine de découvertes importantes d'agents gérosuppresseurs qui ont donné lieu à deux grandes familles de brevets. Et j'ai écrit aussi 4 livres avec 11 autres collaborateurs, dont les livres Vivre jeune. Et je suis bien sûr, d'un point de vue professionnel, président de l'entreprise Idon Technologies, qui commercialise les produits Vitoli. Donc, un petit élément, en fait, d'entrée en matière. Une pensée qui me tient à cœur, que je traîne depuis des années, que j'ai utilisée dans beaucoup de conférences grand public que j'ai données. Le médecin du futur ne donnera pas de médicaments. Il informera ses patients à prendre soin de leur corps, à la nutrition, aux causes et à la prévention des maladies. Habituellement, je demande aux gens de lever la main pour avoir une idée s'il y a des gens dans la salle qui ont une idée de où vient en fait cet énoncé-là, qui a fait cet énoncé-là. En fait, s'il y a des gens qui ont sûr que s'il y a des gens qui ont déjà assisté à mes conférences, c'est possible que vous le sachiez déjà. Mais ce qui est épatant, c'est pas tant c'est qui l'a fait, mais c'est plutôt quand aussi. C'est que ça nous vient de M. Thomas Edison, qui était donc un grand inventeur, surtout un grand visionnaire à l'époque, qui déjà en 1903 imaginait l'évolution de la santé humaine puis des connaissances dans le domaine de la santé humaine pouvant en fait combler l'ensemble des besoins directement par la prévention en tant que telle et les saines habitudes de vie. Donc, ça va de soi que le médecin du futur va donner quand même des médicaments. Mais normalement, en fait, on aurait pu penser que la présence, la place, le rôle du médicament va perdre en fait en intérêt par rapport à l'intérêt ou à l'importance qu'on devrait donner aux saines habitudes de vie. Donc, vous allez voir, c'est un élément extrêmement important
de la santé intégrative. Et ça nous met ici juste en entrée de jeu dans l'idée que la santé intégrative, ça fait très, très, très longtemps qu'on en parle. C'est juste que ce n'est pas encore une réalité et donc on a à faire des efforts pour essayer de la mettre en application. Donc, durant ma présentation, je vais vous définir qu'est-ce que c'est que la santé intégrative pour qu'on ait tous ensemble une meilleure idée, une meilleure connaissance, compréhension de ce qu'on définit comme étant la santé intégrative. Je vais vous donner l'exemple des antidépresseurs comme étant un exemple d'intérêt qui peut nous aider à comprendre comment, en fait, une approche de santé intégrative pourrait avoir des apports importants. On va tenir une petite réflexion sur la place de la prévention en santé humaine. Je vais vous donner des exemples, entre autres, même aussi internationaux, donc ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans d'autres pays qui nous amène à réfléchir sur la place que ça devrait prendre dans notre société. Les bénéfices qu'on devrait en tirer au niveau de la société, justement, d'une plus grande place de la santé intégrative. Pour terminer avec les objectifs d'association, donc pour être clair avec tous, on va vous présenter les objectifs de la mise en place d'associations. Il faut savoir que l'Association professionnelle pour la santé intégrative est une nouvelle association qui est née d'un noyau d'une cinquantaine de professionnels et de praticiens en approche complémentaire en décembre 2020. Donc, c'est relativement récent. On est déjà maintenant dans l'association 188 membres en date d'aujourd'hui, 17 professions différentes qui sont représentées, dont les professions que vous connaissez, là, des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des acupuncteurs, des massothérapeutes, des infirmières. Et bien sûr, j'en passe, parce que 17 professions, il y en a beaucoup. On a quand même aussi une centaine de personnes en attente. En passant, pour ceux et celles qui seraient en attente, je vais en reparler à la fin, là. Mais c'est une question tout simplement d'avoir le temps d'évaluer toutes les demandes pour joindre l'association parce que c'est une association professionnelle. Et ceci dit, je vais vous reparler à la fin aussi, en fait, d'autres notions comme la page Facebook de l'association que vous pouvez joindre. Donc, sans plus tarder, la définition de la santé intégrative, avant tout, c'est une attention portée à la globalité de la personne. Et c'est, dans mon livre à moi, une des facettes réellement les plus importantes. La dimension physique, émotionnelle, mentale, sociale et spirituelle. Donc, on considère l'être humain dans son entier. Une considération des données probantes et des pratiques émergentes. Donc, bien sûr, c'est toujours de la santé intégrative, c'est toujours basé en fait sur la science, sur les évidences cliniques, sur les démonstrations scientifiques. Mais on va porter une attention quand même particulière aussi à tout ce qui est d'approche complémentaire et les pratiques émergentes, mais toujours en considérant ce qui est solide et bien démontré. Les combinaisons des approches thérapeutiques conventionnelles, donc celles offertes par le réseau de la santé, les habituelles, si on veut, et les approches complémentaires, dont en fait l'acupuncture, l'ostéopathie, le yoga, l'art-thérapie. Il y en a d'autres, bien sûr. En fait, la naturopathie devrait être là aussi, la massothérapie. La collaboration interprofessionnelle, donc ce qui inclut à la fois les praticiens en approche complémentaire aussi, donc dans la pratique, dans l'ensemble des services qui sont offerts, je vais en reparler tout à l'heure. Le respect de la culture et de la préférence de soins. Ce qui est extrêmement important ici, il faut comprendre une chose, dans le respect de la culture et de la préférence de soins. Vous allez voir, je vais reprendre tout à l'heure la notion du consentement libre et éclairé. Mais techniquement, si on veut qu'il y ait consentement libre et éclairé, il faut que les gens soient informés aussi sur les alternatives qui pourraient être à leur portée ou les autres traitements, les autres soins qui pourraient peut-être en fait répondre à leurs besoins. Et ici, ça fait appel, entre autres, justement, au respect de la culture et de la préférence de soins. Mais il y a un lien, bien sûr, donc, avec l'importance du consentement libre et éclairé. Je vais en reparler tout à l'heure. Ceci dit, toujours orienté sur la santé optimale et le bien-être, notamment la promotion et la prévention, en plus de tout le continuum de soins. Donc, on va en reparler ici aussi, en fait, mais c'est extrêmement important de ramener la prévention aussi à l'avant-plan, donc de parler de santé avant même de parler de maladie. Donc, bien sûr, c'est une question de choix, c'est une question de la direction dans laquelle on veut aller. C'est très orienté, comme vous avez vu dans l'annonce de l'événement de ce soir, vers la différence entre parler, tenir le discours vers la maladie et tenir le discours vers la santé. Donc, il faut marcher dans la direction où on veut aller. C'est facile de comprendre, en fait, que si nos réflexions sont toujours orientées vers la maladie,
si toutes nos politiques sont pensées en fonction de la maladie, si l'éducation de nos professionnels vise à connaître les maladies plutôt qu'à connaître la santé en tant que telle, bien, éventuellement, au bout du chemin, ce qu'on va trouver, c'est de la maladie. On n'est pas outillé en tant que tel pour trouver de la santé. On a tout développé, en fait, pour parler ou gérer de la maladie. Fait que, techniquement, malheureusement, c'est pas une orientation souhaitable, c'est facile à comprendre, mais c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, il faut ramener, en fait, la santé à l'avant-plan. Donc, il faut repenser le système de la maladie pour en faire un système de la santé. Donc, remettre, en fait, la santé et la personne au centre des préoccupations, permettre une plus grande collaboration entre l'ensemble des professionnels puis des praticiens en approche complémentaire, avoir un plus grand accès aux soins. Ça va de soi, moins de coûts pour le système. Vous allez le voir tout à l'heure, la question de la santé intégrative, ce n'est pas juste le fait d'ajouter tout simplement des services puis de penser que les services vont coûter cher. Les études démontrent très, très clairement, en fait, que de travailler vers une approche intégrative va permettre une réduction, en fait, des coûts de santé et une plus grande efficacité. Donc, vous allez voir, je vais y revenir, je vais donner des exemples. Ça va permettre éventuellement une population plus en santé, donc de la réelle prévention. Il faut garder à l'idée à travers tout ça, en fait, que la maladie n'est pas causée par une déficience en médicaments. Et ici, ça a l'air assez simple, en fait, quand on le mentionne, là. Mais ça nous rappelle qu'on a développé une culture, on a tendance à perdre de vue certaines notions. Puis je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué. Un pharmacien, un pharmacien de la Rive-Sud de Montréal, en fait, qui, à un moment donné, je passais à son bureau, puis il m'a raconté tout ça, comme ça, tout bonnement. Éric, hier, je ne sais pas ce que tu penses de la situation, mais je parlais avec mon mari, il voulait mon opinion sur la discussion qu'il avait eue avec son médecin. Il dit, hier, je me suis pris au téléphone avec mon médecin, je me suis obstiné avec, il voulait me prescrire des statines, puis je ne veux pas en prendre. Puis, tu sais, c'est un pharmacien qui, bon, il doit approcher de la soixantaine maintenant. Puis son médecin lui a dit carrément au téléphone que c'était normal à son âge. Bien, excusez, pardon, là, mais il n'y a pas personne dans la population pour lequel c'est normal à son âge. Ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas être tenu, en fait, dans le discours. Puis croyez-moi, la question du vieillissement, de la longévité en santé, c'est mon domaine, là. Une chose est sûre, en vieillissant, c'est possible qu'on ait à faire plus d'efforts pour maintenir nos paramètres physiologiques à la normale, pour rester dans un état, en fait, de santé fonctionnelle et d'avoir une certaine performance, en fait, physiquement. Oui, c'est vrai qu'en vieillissant, ça peut devenir un défi. Ça ne va sûrement pas devenir une raison pour expliquer que ça pourrait être normal de considérer de prendre des médicaments. Donc, oui, ça peut être utile, mais il faut s'enlever de l'idée, tout simplement, la maladie n'est pas causée par une déficience en médicaments. Ça ne veut pas dire non plus que c'est normal. On devrait avant tout considérer les saines habitudes de vie et les autres approches qui peuvent nous permettre de l'éviter. Donc, on va y revenir. C'était juste une parenthèse que je voulais faire. Donc, prenons l'exemple, entre autres, des antidépresseurs, qui est un exemple vraiment très frappant actuellement. Puis, sachez en passant que je ne suis pas quelqu'un qui est contre l'usage des médicaments. Les médicaments ont leur rôle, en fait, ils ont leur raison d'être. Je suis contre l'abus. Peu importe dans quel type d'application, dans quel type d'orientation ou quel type de sujet qu'on peut être, je suis contre l'abus, ça va de soi. Et actuellement, il y a des situations d'abus qui nous portent à réfléchir beaucoup sur les orientations, la culture de notre société, en fait, par rapport à l'usage, justement, des médicaments. Donc, prenons l'exemple des antidépresseurs, tout simplement, pour mieux positionner aussi qu'est-ce que peut apporter la santé intégrative. Donc, vous savez, en fait, les antidépresseurs, ce n'est pas nouveau. C'est un problème qui a été accentué, en fait, par la pandémie. C'est un problème qui était déjà présent, en fait, au Québec, au Canada, au cours des dernières années. Sauf que, bon, dû à la pandémie, on a connu une croissance de l'usage des antidépresseurs beaucoup plus importante, en fait, que dans les dernières années. Si vous voulez mettre des chiffres, en fait, sur la croissance, là, il y a différents chiffres qui sont sortis. Je vous dirais que j'ai regardé beaucoup de nouvelles. On en parlait encore aujourd'hui dans les nouvelles, pour ceux et ceux qui l'avaient vu, là. Mais on avait des chiffres déjà il y a quelques semaines qui mentionnait 11 de croissance de l'usage des antidépresseurs au Canada au cours de la dernière année, 20 au Québec. Donc, le Québec a reconnu même une croissance due à la pandémie plus importante que le reste du Canada, mais pourtant, c'est au Québec déjà qu'on les utilisait le plus par le passé. Donc, si on regarde quelques statistiques, là, et ça, vous voyez la quantité de gens que ça peut toucher, en fait, là, les données de la RAMQ, 402 835 personnes sont fait prescrire des antidépresseurs en 2020.
En 2018, donc avant la pandémie, on savait déjà que le Canada était le plus gros utilisateur. Le Québec était le plus gros utilisateur par rapport au reste du Canada. Et le Canada était parmi les plus grands consommateurs déjà en 2014 sur la Terre entière. Donc, en fait, les données de l'OCDE montraient qu'il y avait seulement que deux pays qui arrivaient avant nous autres, l'Islande et l'Australie. Donc, malheureusement. Donc, vous comprenez que ce n'est pas très, très réjouissant. Ici, ce que je veux faire ressortir, en fait, c'est que forcément, il y a une problématique derrière ça. Et il y a des alternatives, en fait, il y a des approches. Et ce que j'ai fait, que je vais vous présenter, vous allez voir, là, ici, entre autres, ça, c'est des données sur l'alimentation. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans d'autres domaines et je n'ai pas fouillé. Vous allez voir, là, il y a beaucoup d'études récentes ici parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation scientifique. Donc, c'est juste pour faire ressortir le fait qu'il y a des approches qui sont déjà très bien documentées, dont, entre autres, l'alimentation. Ici, c'est une liste d'aliments dits antidépresseurs selon leur score de densité en 12 nutriments différents. Donc, c'est une approche qui a été utilisée par des chercheurs pour, en fait, suggérer des aliments qui pourraient réduire les risques de dépression. Donc, vous voyez, en fait, les minéraux, les nutriments qui sont considérés, les vitamines, etc. En haut, tout à l'heure, on a parlé des oméga-3 en passant, ils sont inclus ici. Et vous avez les aliments qui contiennent, donc, il y avait les meilleurs scores comme considération antidépresseurs, si vous voulez, pour réduire les risques de dépression dans la population, dont les produits de la mer avant tout et les abats. Donc, on a beaucoup de gens, malheureusement, dans la population qui ne mangent pas de ça. Et au niveau des produits d'origine végétale, bien, on soulignait les légumes feuilles, la laitue, le poivron et les légumes crucifères, donc le brocoli et le chou-fleur. Donc, c'est juste pour souligner le fait qu'on a beaucoup de documentation scientifique qui permettrait de faire des recommandations, même au niveau alimentaire, sur les questions de risque de dépression ou même du traitement en tant que tel de la dépression. Un élément fort intéressant, ici, c'est une étude qui est parue en janvier cette année qui faisait un lien entre l'efficacité et le fonctionnement donc, des mitochondries, nos petites usines énergétiques cellulaires. Hein. Les mitochondries sont des organismes symbiotiques qui vivent dans nos cellules, tout simplement, et qui transforment l'ATP en énergie. Donc, c'est nos petites usines énergétiques cellulaires. Et il y aurait un lien, en fait, entre justement l'efficacité des mitochondries et les risques de dépression ou les récidives, en fait, de dépression. Il y aurait un lien, en fait, qui expliquerait peut-être, en fait, aussi l'importance des autres approches des saines habitudes de vie. Donc, ce qui va influencer beaucoup les mitochondries, vous savez, je suis docteur en biologie, hein, le monde de la biologie, c'est mon domaine, c'est une mutation. Ce qui va influencer beaucoup, en fait, l'efficacité des mitochondries, c'est oui, l'activité physique d'un côté et de l'autre côté, tous les nutriments, en fait, qui vont être disponibles pour nos cellules. Donc, on vient de passer la question alimentaire. J'en ai parlé brièvement avec le lien avec la dépression. Regardez maintenant la question d'activité physique. 156 adultes souffrant d'un trouble dépressif majeur. Et là, encore là, je souligne une étude de 2021. En fait, donc, c'est tout à fait récent. Il y en a beaucoup des études de ce type-là qui font des liens entre les risques de dépression et l'activité physique ou encore l'effet antidépresseur de l'activité physique, si on veut. Ici, ce que je trouvais fort intéressant, c'est que c'est des troubles dépressifs majeurs. Parce qu'on aurait tendance à penser que les approches complémentaires ou alternatives vont être efficaces, vont être bénéfiques dans des cas où les gens ils ont des problèmes légers. Bien, regardez ici, ce n'est pas des problèmes légers, on parle de troubles dépressifs majeurs. Les chercheurs ont trouvé que non seulement l'exercice était aussi efficace que les médicaments, mais que les personnes qui avaient pratiqué les exercices physiques avaient statistiquement moins de risques de rechute, en fait, dépressive que celles qui avaient pris les médicaments. Autrement dit, on ne parle pas juste d'un effet équivalent, on parle d'une approche qui serait plus productive, et puis même chez des troubles dépressifs majeurs. Donc, c'est important de se rappeler, en fait, en santé intégrative, un des premiers éléments qui va être extrêmement important, c'est l'éducation. C'est de prendre connaissance de quel point ça peut avoir des impacts significatifs importants. Un autre élément fort intéressant, en fait, si on reste toujours dans le domaine donc de la dépression, des risques de dépression, c'est la psychothérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Écoutez, j'ai eu des discussions avec justement des psychologues qui me disaient que techniquement, il y a des approches qui ont des meilleurs résultats tout simplement que la médication, que ça semble être très, très bien démontré. Malheureusement, la population n'est pas au courant de ça et où, en fait, l'accès aux psychologues est beaucoup plus difficile, en fait, dans le système. Et donc, il y aurait aussi ici la possibilité d'avoir un meilleur impact au niveau de la dépression
et d'aider en fait à diminuer le taux de critique, renforcer la réassurance envers soi-même, ce qui va réduire les risques de rechute en fait en cas de dépression. Donc, c'est important d'être accompagné. Je vous le souligne, c'est encore une étude de 2021, ce qui est extrêmement récent. Donc, dans le fond, c'est juste pour vous dire qu'il y en a beaucoup des études de ce type-là. J'ai tout simplement pris les plus récentes pour montrer que c'est facile d'en trouver, même dans les plus récentes. Donc, il y en a beaucoup, en fait, de la documentation sur les autres approches qui pourraient être utilisées. Maintenant, le cas des suppléments. Ça va me permettre de souligner une chose intéressante ici, vous allez voir au niveau des suppléments. La rhodiole, qui est utilisée, en fait, entre autres, dans les risques de dépression, en fait, des cas de dépression. Amsterdam, c'est un chercheur, Amsterdam et ses collaborateurs, donc en 2016, avaient souligné 2 études cliniques randomisées avec placebo et 7 études cliniques observationnelles pour un total de 860 patients qui suggéraient un effet antidépresseur. Donc là, vous allez dire qu'il suggérait, oui, bien en fait, effectivement, c'est des observations, puis il disait que oui, on pourrait peut-être l'utiliser. Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. En 2015, Mao et ses collaborateurs avaient fait une comparaison entre la rhodiole et la sertraline. Donc, 51 personnes, c'est une étude relativement petite, mais quand même qui avait été bien réalisée. Et ici, la rhodiole semble moins efficace que la sertraline, mais elle présente moins de 50 des effets secondaires rapportés et pourrait donc être une alternative intéressante à considérer. Autrement dit, on pourrait considérer d'utiliser la rhodiole avant d'utiliser des antidépresseurs, étant donné qu'on va avoir moins d'effets secondaires. Mais, regardez bien, un autre élément intéressant qui sera considéré, c'est d'ajouter ensemble, en fait, des approches complémentaires ou des approches alternatives des ajouter, en fait, de façon à bénéficier des 2 facettes et peut-être permettre même de réduire les doses des médicaments utilisés. Ça pourrait, dans certains cas, ça pourrait déjà être un avantage. Donc ici, Gao et ses collaborateurs, une étude récente, 2020, a réalisé une étude encore avec la sertraline, 2 doses de la rhodiole en étude clinique randomisée avec placebo. Donc, c'est 100 personnes, des cas de dépression majeure. Donc, je le souligne encore ici, c'est important parce que, encore là, on a tendance à penser que les approches complémentaires vont s'appliquer seulement dans les cas légers. Ici, on parle de dépression majeure. Ils ont conclu à l'efficacité de la rhodiole. Les résultats en combinaison étaient supérieurs à une efficacité plus élevée, étaient supérieurs donc avec une efficacité plus élevée, avec la dose la plus élevée de rhodiole. Donc, on avait un effet de la rhodiole, on avait un effet encore plus important, plus élevé, en fait, avec la dose la plus élevée de la rhodiole. Donc, les chercheurs ont conclu que la rhodiole est efficace pour les cas de dépression majeure, plus efficace à plus forte dose et que l'usage est sécuritaire. Donc, ça nous amène donc à réaliser que plusieurs approches au niveau, en fait, de l'usage des antidépresseurs qui peuvent être considérées. Maintenant, devant les multiples possibilités, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Donc, c'est la question, en fait, qu'on pourrait se poser, la question probablement la plus intéressante. C'est évident, du moins pour moi, c'est évident que ce qui va être le plus efficace, c'est ce qui va permettre, ce qui va s'adapter le mieux, qui va convenir le mieux, en fait, à la personne qui est considérée, à la personne qui est devant nous. Donc, c'est là aussi que le concept de la santé intégrative prend toute sa place. C'est qu'il faut considérer à la fois, donc, la culture, le choix que la personne veut faire, mais aussi, en fait, le profil de la personne pour être en mesure de l'orienter mieux vers une approche ou une autre, ou peut-être même vers 2 approches, en fait, qui pourraient être considérées en même temps. Donc, c'est ce qui nous ramène au concept que je vous parlais tout à l'heure, au niveau, entre autres, du consentement libre et éclairé. Donc, qu'est-ce que la population voudrait comme service de santé? C'est sûr que s'il y a juste une chose qui est offerte, malheureusement, d'un, je crois que ça ne correspond pas, ou du moins, ça ne respecte pas le principe du consentement libre et éclairé. Et de 2, c'est sûr que ça ne correspond pas non plus aux demandes de la population. On a 70 à 80 de la population, ici on parle de 79 des Canadiens, qui utilisent des approches dites complémentaires en santé. Donc, c'est la majorité de la population qui utilise des approches complémentaires. Donc, ce serait peut-être important qu'on structure l'offre. Est-ce que vous pensez qu'ils souhaitent vraiment avoir recours aux antidépresseurs en premier? Est-ce que vous pensez que tous les gens de qui on parlait tout à l'heure, les 435 000 prescriptions de la dernière année, que c'est vraiment des gens qui auraient souhaité utiliser en premier les antidépresseurs? Est-ce que vous pensez qu'on leur a proposé autre chose? Pensez-vous qu'ils étaient au courant des autres approches?
en fait, qui pourraient être utiles pour la dépression. C'est là, en fait, que la santé intégrative va pleinement prendre sa place aussi et qu'on peut réaliser à quel point on en a besoin au niveau de la population. Et juste peut-être se rappeler là, que le système de santé, c'est à qui vous pensez? C'est à nous, le système de santé. C'est nous autres qui le payons, le système de santé. C'est notre argent qui finance le système de santé. Donc, avant tout, si on est 80 de la population à vouloir considérer des approches dites complémentaires, c'est peut-être que la population voudrait autre chose de son système de santé. Donc, ça nous fait tout simplement réaliser qu'il y a une très, très forte demande. C'est la demande de la population vers la santé intégrative. Donc, petite réflexion sur la prévention en santé. L'importance de la place de la prévention en santé. Vous allez voir, je vais me faire plaisir parce que c'est un domaine qui me passionne depuis extrêmement longtemps. C'est pour ça que je suis en santé humaine en passant. Premièrement, 30 années nous séparent. De quoi je parle? L'espérance de vie en bonne santé. Ici, je vais faire une petite parenthèse qui m'amuse, c'est que quand j'ai écrit mon premier livre porte le nom de Vivre jeune plus longtemps, avec le sous-titre Allonger votre vie de 20 ans. Le 20 ans en question pour allonger notre vie, c'est 20 ans d'espérance de vie de plus durant la période de laquelle on est capable de profiter de la vie. Donc, ce n'est pas nécessairement 20 ans de plus au bout. On ne va pas vivre 140 ans, ça, j'y crois très peu. Mais la capacité, durant la période de vie qu'on va profiter de la vie, d'avoir au moins 20 ans de plus à en profiter, c'est déjà extraordinaire. Et à l'époque de mon premier livre, donc en 2016, il y avait un autre chercheur américain qui sortait un livre en même temps, Walter Longo, en 2016, où lui, il avait estimé que c'était 30. C'était un estimé le 20 ans, il faut le dire. Lui, il avait estimé 30, puis en fait, les études en 2019 lui ont donné raison. Il y a une étude fort intéressante donc, qui a été publiée, ce que vous voyez à l'écran, durant laquelle ils ont comparé l'âge biologique d'une personne versus son âge chronologique. Okay? Je vais vous faire une différence ici. L'âge biologique, c'est l'état de santé, en fait, qu'on est capable de mesurer d'un point de vue cellulaire, qui correspond donc à un humain, si vous voulez, correspond à une durée de vie qui est donc dépendante de nos habitudes de vie. Tandis que l'âge, donc ce qui est l'âge biologique, tandis que l'âge chronologique, c'est l'âge réel en tant que tel. Autrement dit, quelqu'un qui a des mauvaises habitudes de vie va vieillir plus rapidement et son âge biologique va être inférieur à son âge chronologique, pourrait devenir inférieur à son âge chronologique. Donc, ce que l'étude a démontré, techniquement, en tenant en compte un grand nombre de paramètres, c'est qu'on a 30 ans de différence entre les gens qui ne prennent pas soin d'eux, qui ont des mauvaises habitudes de vie, et les populations qui prennent le plus soin d'eux, en fait, sur la planète. Donc, en considérant, en fait, des gens un peu partout là, sur la Terre entière. Et ils ont classé, en fait, les pays, les gens de différentes origines. Et ça a permis, regardez le dernier énoncé qui est intéressant, de constater qu'en France, par exemple, une personne de 65 ans, une personne de 76 ans en France a à peu près le profil d'une personne de 65 ans ailleurs dans le monde. Donc, cette personne-là est comme 11 ans plus jeune biologiquement que son âge chronologique. Vous comprenez? Et donc, un autre élément, en fait, pour vous figurer cet aspect-là qui est important en santé humaine, qui est important de considérer, en fait, puis de voir qu'on est capable de garder nos capacités, c'est entre autres le cas des populations centenaires et de comment on veut vivre. Hein? Ce qui est important, c'est la période durant laquelle on veut profiter de la vie puis être en mesure de profiter de la vie. Donc, ce que vous voyez là est tiré aussi de mon premier livre sur l'étude des populations centenaires. Le barre bleue que vous avez en bas, en fait, les barres bleues sont la période de temps durant laquelle on va être affecté significativement par les maladies associées au vieillissement. Qu'est-ce qu'on entend par être affecté significativement? C'est que c'est d'avoir des maladies associées au vieillissement qui nous empêchent de profiter pleinement de la vie telle qu'on voudrait le faire, comme par exemple qui vont nous empêcher de cultiver nos légumes du jardin, qui vont nous empêcher de voyager ailleurs dans le monde, qui vont nous empêcher de jouer à quatre pattes avec nos petits-enfants. Donc, en Amérique du Nord, la barre que vous voyez en bas, c'est l'espérance de vie nord-américaine, qui est une moyenne d'environ 85 ans, j'ai arrondi. On va être affecté en moyenne pendant 15 ans des maladies associées au vieillissement. Ça veut dire qu'à partir de 70 ans, on va commencer à être affecté de façon suffisamment significative pour nous empêcher de profiter pleinement de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe chez les populations centenaires? Si vous regardez donc les centenaires, 100 ans, 105 ans, 110 ans, c'est ce qu'on appelle habituellement un super centenaire. Donc, une personne qui va atteindre l'âge vénérable de 110 ans ou la dépasser. Ce qu'on observe techniquement, c'est que ces gens-là vont se rendre à l'âge de 100 ans sans avoir trop de problèmes associés aux maladies chroniques, aux maladies associées au vieillissement.
dont en fait le diabète de type 2, l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Ils vont être très peu affectés de ces maladies-là jusqu'à l'âge vénérable de 100 ans. Et là, ils vont commencer à être affectés. Sur une période d'environ 6 ans, là, ils vont dégénérer assez rapidement pour décéder, tout simplement. Mais ils vont s'être rendus à 100 ans quand même avec des capacités. Ce n'est pas les capacités, il faut s'entendre, ce n'est pas les capacités d'une personne de 20 ans. Puis la question n'est pas là. Sauf que c'est quand même des capacités suffisantes pour lui permettre, exactement comme j'ai donné dans l'exemple tout à l'heure, de cultiver leurs légumes, d'aller les vendre au marché, de jouer avec les petits-enfants, de prendre l'avion puis de voyager. Donc, de profiter encore activement de la vie de tous les jours. Donc, comprenez bien, là, regardez comme il faut mon tableau. Vous avez 30 ans de différence entre la capacité de la personne à 70 ans en Amérique du Nord en moyenne, puis des gens des populations centenaires qui, eux autres, vont souvent se rendre jusqu'à 100 ans en étant encore capables de profiter de la vie. Donc, entre 70 et 100 ans, on a 30 ans de différence. C'est énorme, en fait, sur l'espace d'une vie humaine. Donc, c'est bien sûr que c'est la prévention en santé qui va faire la différence et les habitudes de vie. Et là, il faut comprendre, en fait, dans la prévention, les habitudes de vie, c'est bien sûr multifactoriel. Vous allez avoir ce qu'on appelle les facteurs internes. Donc, ça, c'est tiré de mon premier livre aussi. En passant, c'est une image que j'aime beaucoup. Vous allez avoir des facteurs internes donc, qui dépendent, oui, bien sûr, de la génétique, mais qui dépendent donc d'un paquet de facettes, et puis même de l'âge biologique en tant que tel, des processus inflammatoires, etc. Et vous avez des facteurs externes qui, eux, vont dépendre de nos habitudes de vie, de où on vit en tant que tel, même de notre environnement. Prenons un exemple juste pour bien vous situer sur comment ça va varier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un équilibre. La vie humaine, en fait, puis la longévité en santé, c'est une question d'équilibre avant tout. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de l'activité physique crée un phénomène d'hormèse qu'on va appeler, qui est dans le fond une stimulation négative. Si vous voulez, hein, le phénomène d'hormèse, là, c'est une réaction positive démesurée à un stimulus qui, lui, est négatif. L'activité physique, avant tout, va créer de l'oxydation. La réponse du corps humain contre l'oxydation va être démesurée par rapport à l'oxydation qui a été créée et ça va nous amener donc un effet cumulatif bénéfique, en fait, au bout de la ligne, antioxydant. On va être au niveau, on va être positif en antioxydant par rapport au fait de ne pas en avoir fait d'activité physique. C'est sûr qu'il y a d'autres aspects positifs, là, je vous les épargne, là, parce que ça va améliorer aussi le fonctionnement des mitochondries, ça va améliorer la circulation sanguine dans tout le corps humain. Mais c'est juste de garder à l'idée que donc, ce qui va être provoqué par l'activité physique, qui va avoir un impact sur la longévité, doit forcément aussi tenir compte des facteurs négatifs qu'il ne faut pas qu'ils soient présents pour nous empêcher d'en bénéficier. Donc, la santé humaine, c'est vraiment global, autant ce qui peut avoir un impact positif que de faire attention, en fait, aux facettes négatives qui pourraient nous empêcher, donc, d'établir un meilleur équilibre qui pourrait amener une plus grande longévité en santé. Donc, c'est tout simplement ici le message, la petite parenthèse que je voulais vous faire au niveau de la réflexion sur la prévention en santé. Regardons-le maintenant dans un contexte international où je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passe dans d'autres pays. Toujours d'un contexte de santé intégrative. Hein. Donc là, on parle de considérer l'humain dans toutes ses facettes. On a un pays, tiens, pour ne pas le nommer, la Suède, qui s'est donné des objectifs il y a déjà assez longtemps maintenant. Je crois que les données de l'étude de 20 ans ont été divulguées en 2014, si ma mémoire est bonne. Donc, en 2014, ça faisait déjà 20 ans. Ils se sont donné l'objectif de réduire les risques de maladies cardiovasculaires dans la population, entre autres en mesurant les niveaux de cholestérol sanguin sur une période de 20 ans, de réduire les niveaux de cholestérol sanguin dans la population et les risques de maladies cardiovasculaires sur toute la population complète. Donc, vous comprenez, c'est réellement une approche de prévention pour essayer de garder les gens plus en santé. Ils ont mis en place un paquet de paramètres, un paquet d'objectifs, un paquet de méthodes de suivi pour ce faire. Écoutez, honnêtement, c'est vraiment extraordinaire de voir des populations réaliser des grands projets de ce type-là. C'est ce qu'on devrait faire, nous autres aussi au Québec. On devrait se développer des grands projets de santé. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que je trouve remarquable. Le taux de cholestérol et les maladies cardiovasculaires ont nettement diminué, en fait, durant la période. Mais regardez bien un élément fort intéressant qui pousse la réflexion. L'usage des médicaments, donc les statines, entre autres, était responsable de 33 de la diminution du cholestérol dans la population. Le 66 qui reste était relié à l'amélioration du mode de vie, donc les habitudes de vie. Mais durant la même période, l'usage des médicaments contre le cholestérol, donc les statines, avait passé de 1,4 dans la population à 14,3 On parle de 1000 d'augmentation.
Donc, réalisez bien ce que je suis en train de vous expliquer, là, qui est relativement simple, en fait, pour les gens qui aiment les mathématiques. Comment on peut justifier d'augmenter de 1000 % l'effort de ce qui compte pour 33 % du résultat? Donc, vous comprenez à quoi je veux en venir, là? En santé intégrative, si on veut être logique, on veut y aller dans une approche scientifique productive, il faut considérer de mettre nos efforts où on va avoir les meilleurs résultats, où ça va rapporter le plus. Donc, c'est juste ici pour souligner que c'est vrai que oui, la démarche de la Suède a été vraiment extraordinaire d'essayer d'établir des grands objectifs en santé humaine, mais la résultante, en fait, a été positive. Mais quand on regarde les efforts qui ont été faits, bien, je ne suis pas convaincu que les efforts étaient nécessairement mis au bon endroit. Et il y a sûrement une leçon à tirer ici, en fait, là, sur, du moins, les explications qu'on donne à la population et qu'est-ce qu'on présente. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, là, il y a très peu de gens, dans le fond, qui ont ça à l'esprit quand ils essaient de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Maintenant, si on prend un autre exemple qui est fort intéressant, bien sûr, ici, l'Angleterre, avec le Big Ben, je reviens aux antidépresseurs. Les antidépresseurs font prendre du poids, confirme une grande étude. Écoutez, y a-t-il quelqu'un dans la salle? Levez la main, ceux qui n'étaient pas au courant de ça. Je vais prendre une gorgée. Donc, ici, ce n'est pas de la grande science. Je pense que tout le monde est au courant, en fait. C'est une étude observationnelle. Vous allez voir à quoi je veux en venir. C'est fort intéressant. C'est une étude observationnelle basée sur les dossiers de santé électronique de près de 300 000 patients britanniques. 21 % plus susceptibles de connaître un épisode de prise de poids chez ceux qui prenaient des antidépresseurs. La probabilité d'un gain de poids était au moins 46 % plus élevée dans le groupe avec antidépresseurs. En fait, jusque-là, il n'y a rien de trop nouveau, sauf que regardez la conclusion. Ces résultats montrent que les antidépresseurs augmentent le risque de poids sur une période de plusieurs années. Bon, ça, on s'y attendait. En fait, c'est quelque chose d'assez connu. D'un point de vue clinique, ces observations renforcent la nécessité d'une gestion active, adaptée et soutenue du poids de pair avec la prise de traitements antidépresseurs, souligne le chercheur. En fait, ici, moi, j'ai un petit problème, là. C'est que, suite à l'observation, la conclusion n'est pas d'essayer de ne pas les utiliser pour empêcher les effets secondaires, mais d'essayer de contrecarrer les effets secondaires par l'amélioration des habitudes de vie. Écoutez, c'est le monde à l'envers. On devrait essayer d'améliorer les habitudes de vie pour empêcher d'utiliser tout simplement les médicaments qui causent des effets secondaires importants qui, eux, on voudrait voir disparaître, là. Je veux dire, on ne devrait pas essayer de compenser les effets secondaires, en fait, en essayant d'améliorer les habitudes de vie. Donc, c'est certain qu'ici, il y a un problème dans la réflexion même, en fait, ou la façon de voir les résultats et de voir le problème. Si c'est souligné de cette façon-là par le chercheur, c'est que c'était dans sa mentalité, là. Je veux dire, c'est la façon dont lui, il a exprimé sa conclusion face à cette observation-là. Malheureusement, je pense que ça démontre justement un manque d'intégration aussi des approches en santé, un manque d'intégration de la vision, en fait, de la culture qu'on peut développer. Donc, ceci étant dit, les bénéfices pour la société, vous en doutez, il y en a quand même beaucoup, mais c'est intéressant de prendre le temps de les regarder. Avant tout, l'Organisation mondiale de la santé s'est positionnée en faveur de la santé intégrative, ce qui n'est pas rien, c'est important. Considérant le corpus d'études disponibles, la disponibilité, les possibilités, en fait, de cette approche, que cette approche offre au système de santé pour répondre de manière efficace et efficiente aux problèmes de santé du 21e siècle, entre autres dû relié à la prévalence des maladies chroniques, le coût des soins de santé, la crise des opioïdes, on fait qui a souligné le besoin ici aussi de faire attention dans l'usage des médicaments, mais de considérer aussi les autres approches, donc qui pourraient apporter des bénéfices, entre autres donc sur les douleurs chroniques. Le partenariat de soins, le respect de choix thérapeutiques des individus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important. L'utilisation élevée des approches complémentaires par la population. Donc, je l'ai parlé tout à l'heure, ici au Québec, on est entre 70 et 80 % de la population qui utilise des approches complémentaires. Le flux migratoire vers les sociétés occidentales et les cultures de soins. Donc, ça va de soi, en fait, qu'avec la diversité, l'augmentation, en fait, des diversités ethniques dans la population,
il y a des choix, des visions différentes, en fait, qui est important de respecter, mais qu'en même temps, on peut s'inspirer aussi. Et ici, c'est assez simple. Quand on parle d'inspiration, vous avez juste à penser de la question de la culture chinoise. Probablement, il y en a beaucoup parmi vous qui connaissez le fait que les médecins chinois ont dit, en fait, qu'avant tout, leur objectif, c'est de garder le patient en santé et qu'ils s'en font même un honneur personnel de réussir à garder leur patient en santé et non pas d'attendre de traiter de la maladie. Donc, c'est de la prévention en tant que tout, c'est une considération santé. Donc, c'est fort intéressant, en fait, de l'imbriquer, en fait, d'avoir une considération par rapport à la culture. Donc, au niveau des bénéfices pour la population, bien sûr, ça va avoir des impacts autant économiques que sur le système de santé grâce au potentiel de traitement de plusieurs maladies chroniques, donc qui pourraient provenir justement des approches intégratives, le potentiel de ralentissement de la progression de certaines maladies, l'amélioration de la santé et du mieux-être des professionnels suite à la mise en place des principes de la santé intégrative. Donc, ce n'est pas juste une question aussi de la population qui va être plus en santé, mais aussi les professionnels qui les appliquent, en fait, les principes. Et ça a déjà été démontré, en fait, dans d'autres pays. L'importance de la réduction des coûts pour le système de santé, notamment par la réduction du nombre de jours d'hospitalisation, la réduction du nombre de consultations médicales, la réduction du taux de mortalité, la réduction du nombre de prescriptions de médicaments et la réduction du risque de surdose, quand on parle spécifiquement, en fait, du cas des opioïdes en tant que tel. Donc, l'implication de la santé intégrative dans les bénéfices, en fait, pour la société sont vraiment multiples, mais entre autres aussi au niveau de la réduction des coûts de santé, ce qui est extrêmement important. Puis c'est important de le mentionner parce que souvent, on va dire qu'on ne peut pas considérer la santé intégrative parce que ça va coûter plus cher. Mais ce n'est pas vrai, en fait, c'est faux, tout simplement. Et c'est très bien, c'est clairement démontré. Maintenant, les objectifs de l'association. Donc, comme je vous l'ai dit, l'association a été créée en décembre 2020. Donc, c'est une jeune association à partir d'un noyau d'une 50aine de professionnels et praticiens en approche complémentaire. Aujourd'hui, on est 188 membres, en fait, de 17 professions différentes. Donc, qui s'associent dans le but, justement, de faciliter l'émergence de la santé intégrative. Et donc, les objectifs qu'on s'est donnés avec la création de l'association, je vais tout simplement vous les énumérer un à un, puis ça va me faire plaisir, bien sûr, de répondre à vos questions par la suite. Faciliter l'échange d'informations et de savoir entre les professionnels intéressés à l'avancement de la santé intégrative. Prendre action afin de conscientiser les acteurs concernés de l'importance de l'intégration des approches en santé pour le bien-être de la population. C'est entre autres ce que l'on fait ce soir. Développer des stratégies afin de valoriser l'approche en santé intégrative et réunir les forces vives du secteur afin de permettre des actions concertées. On continue. Tenir compte de l'ensemble des professions pour l'élaboration de l'approche la plus productive en santé intégrative. C'est bien important. On va tenir compte, en fait, de toutes les différentes professions. Faire connaître l'importance de la collaboration auprès de la population. Démystifier le rôle de chacun des groupes au sein des autres groupes et au sein de la population en général. C'est un élément quand même extrêmement important. Il faut comprendre que la meilleure, avant tout, pour que les professionnels et les praticiens en approche complémentaire soient très efficaces, performants dans leur capacité à se référer, en fait, des clients ou à interagir entre eux pour trouver la meilleure approche possible, en fait, pour des clients, des patients. Il faut qu'ils connaissent très, très bien le rôle de tous et chacun. Et c'est drôle ce que j'explique là, mais pour ceux qui ne sont pas, en fait, des praticiens en approche complémentaire ou encore des professionnels de la santé ce soir, les gens de la population qui sont là, sachez qu'on n'explique pas ça à l'université. En fait, on n'enseigne pas ça durant nos cours ou très peu en tant que tel. Donc, on a beaucoup de praticiens ou de professionnels de la santé qui comprennent très mal qu'est-ce que font les autres et qu'est-ce que les autres peuvent offrir, en fait, comme solution pour certains types de patients en particulier. Donc, c'est important, en fait, de développer ici ces connaissances-là, autant donc pour les praticiens, les professionnels, que pour la population en général. Et favoriser l'ouverture à l'innovation pour l'avancement des pratiques visant le bien-être de la population. Ça va de soi. Donc, essayer aussi d'améliorer la vitesse à laquelle on est capable d'intégrer des nouvelles approches lorsqu'on a suffisamment de support, en fait, pour le justifier. Là, le support scientifique, ça va de soi, donc basé sur les données probantes. Ceci étant dit, vous comprendrez dans le fond que notre objectif avec l'association, c'est de
prendre tout simplement la direction de la santé, c'est de marcher vers la santé, marcher vers ce qu'on veut, en fait, et essayer d'amener un meilleur fonctionnement au niveau du système qu'on devrait maintenant appeler un système de la santé et non pas un système de la maladie. Ceci étant dit, je vous remercie en fait d'avoir été présent. Je vous remercie pour votre temps. Je veux souligner à la fin, je vais demeurer disponible bien sûr avec Mme Gariepi pour prendre des questions. Je veux tout simplement souligner en terminant qu'on a une page Facebook générale pour tout le monde en fait qui veulent tout simplement suivre les événements qui vont être offerts par l'association ou encore l'information qu'on partage de façon publique. Donc, vous avez une page Facebook que tout le monde peut suivre. On a déjà au-dessus de, on avait tout à l'heure avant la conférence 1377 abonnés à la page Facebook. Et on a un groupe Facebook qui, lui, est réservé en fait aux membres de l'association. Donc, c'est juste les membres qui sont déjà acceptés dans l'association qui peuvent joindre le groupe Facebook. C'est un groupe fermé qui permet en fait aux membres d'échanger entre eux tout simplement de l'information ou encore des besoins en tant que tel. Donc ici, avant de passer à la période de questions, je veux juste me laisser afficher, si vous voulez, les références de la conférence de ce soir. Vous en avez deux diapositives, en fait, des références. C'est tout simplement pour permettre aux gens qui vont revoir la conférence par la suite, s'il y a des références ici que vous voulez, que vous aimeriez donc en prendre connaissance, aller approfondir vos connaissances sur certaines de ces facettes-là. Là. Donc, les références vont être disponibles, bien sûr. Donc, je vous laisse un peu de temps, en fait, pour les regarder. Et je vais arrêter le partage de mon écran pour me permettre donc de répondre à vos questions avec Mme Gariepi. Merci, Éric.